Depuis plus de 40 ans, cette affaire est considérée comme un mystère de la criminologie. Considéré comme une affaire non résolue, le monstre de Florence est responsable de 16 morts en Italie. Plusieurs suspects ont été envoyés en prison, mais le tueur court-il toujours? Changeant de lieu, il utilisait toujours le même mode opératoire. Il traquait ses victimes, toujours un couple, et attendait qu'elles se retrouvent seules. Il agissait lorsque le couple commençait à avoir des relations intimes, car ils étaient du moins vigilants. Il sortait de l'obscurité et tendait une embuscade, les tuant tous les deux avec une arme à feu pour finir avec un couteau. Il finissait son rituel en défigurant le visage de la femme. Ce premier meurtre passionnel a eu lieu en août 1968. Le couple se retrouve dans une zone boisée à proximité de Florence. Ils sont tous les deux mariés, mais à d'autres personnes. Le fils de la femme est endormi sur le siège de la voiture. Le tueur sort alors des buissons, se faufile jusqu'à la voiture et sont abattus. L'enfant, à 2 h du matin, sonne à la porte d'une maison à proximité et raconte que ses parents sont tous les deux morts dans la voiture. Il racontera plus tard qu'un homme l'a pris sur ses épaules et l'a porté en chantonnant jusqu'à la maison. Il a même sonné à la porte car l'enfant était trop petit pour atteindre la sonnette. Le mari officiel de Barbara a été accusé. La police avait des preuves, comme un test de résidus de tir qui était positif et un mobile, la jalousie. Le mari a dans un premier temps avoué, puis il a accusé des petits criminels du secteur. Son fils a aussi déclaré avoir vu son père sur la scène de crime, mais au final, il s'est rétracté. Le mari cocu a été condamné et envoyé en prison pour 14 ans. Le meurtre n'est pas attribué au monstre de Florence, mais cela a été le premier crime avec le même mode opératoire que celui du monstre. Le premier d'une longue série. Le couple avait l'habitude de se rendre à l'extérieur de Florence pour se rencontrer. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain matin. Le corps de l'homme a été retrouvé à l'intérieur de la voiture, appuyé sur la portière. La femme, quant à elle, a été retrouvée derrière la voiture et dévêtue. Elle avait été poignardée au moins 90 fois et violée avec une branche d'olivier. Le meurtre n'a jamais été résolu. L'argent n'a pas été volé. Seulement, les bijoux de Stefania ont été dérobés. À l'époque, il s'agissait d'un événement isolé et inexplicable. Le couple avait l'habitude de se rencontrer sur un chemin de terre près d'une boîte de nuit aux alentours de Valence. Le lendemain matin, leurs corps ont été trouvés. Ils avaient tous les deux été tués par balle et poignardés. L'homme était sur le siège conducteur et sa femme a été retrouvée à 6 mètres de la voiture. Elle avait été mutilée. Seul le sac à main avait été vidé. Le tueur avait ignoré le portefeuille du conjoint. Un contrôle balistique a prouvé que l'arme utilisée était la même que dans l'affaire précédente. La police a donc fait le lien entre les deux dossiers. Les seules certitudes que la police avait étaient que le tueur était un maniaque et qu'il devait être fort et robuste pour transporter la victime aussi loin de la voiture. La première piste de la police a été les voyeurs. À cette époque-là, les endroits où les couples se retrouvaient étaient espionnés par des personnes. La police pensa que ces individus pouvaient les aider dans leur enquête. Un de ces individus, Enzo Spalletti, avait raconté avoir vu 2 personnes mortes dans les bois avant que la presse ne diffuse l'information. Ils l'ont donc interrogé. Celui-ci ne voulait pas parler de ce qu'il avait vu et a nié être sur les lieux, mais des témoins avaient déconfirmé sa présence sur place. Il était donc le premier suspect et a été placé en détention. Quelque temps après l'arrestation de Spalletti, un nouveau meurtre a eu lieu. Même mode opératoire, le couple garé à l'extérieur de Florence est retrouvé mort. L'arme du crime était la même, le mari était mort aux abords de la voiture et la femme a été retrouvée à proximité, poignardée et mutilée. Le contenu du sac éparpillé dans la voiture. L'attaque était un peu différente car les autres meurtres s'étaient produits la veille d'un week-end ou d'un jour férié. Le monstre a-t-il commis cet acte pour dire à la police qu'il se trompait de coupable? Cette fois-ci, une empreinte de chaussure a été retrouvée à proximité. Une pointure 44. Après ce crime, le voyeur Enzo Spalletti a été libéré. Ayant peur du monstre de Florence, ce couple se rencontre près d'une route provinciale, bien visible depuis la rue. Une rue passante, empruntée par quelques voitures. Dans la nuit, le monstre les attaque. L'homme dans la voiture a réussi à démarrer et à s'éloigner du tueur. Obligés de partir en marche arrière et pris pour cible par des tirs, ils réussissent à s'éloigner, mais ils se bloquent dans le fossé et sont dans l'impossibilité de s'échapper. Le monstre se rapproche, tire sur les phares de la voiture et abat le couple à l'intérieur.
Ayant peur des passants, le tueur ne réussit pas à accomplir son rituel et s'enfuit rapidement. Des témoins arrivent sur les lieux et appellent la police et les secours. Paolo a été emmené à l'hôpital mais décède. Il n'a pas eu le temps de raconter ce qu'il avait vécu. La procureure a décidé de bluffer pour piéger le monstre. Elle a fait paraître un article dans lequel elle explique que Paolo avait pu dire quelques mots avant son décès. Un tournant dans l'enquête. Peu de temps après ce meurtre, la police italienne reçoit une lettre avec une coupure de journal datant du premier meurtre, celui du couple par le mari cocu. Sur cet article, l'expéditeur avait ajouté: la police réexamina l'affaire, les témoignages et l'arme du crime. On reviendra sur l'arme un peu plus tard. Le mari trompé avait accusé les petits criminels avant de se rétracter. Ces personnes étaient les frères Sardes, un clan de petits criminels. Les deux membres les plus suspectés étaient Francesco Vinci et son frère aîné Salvatore. La police se pencha sur cette piste. Suite au bluff de la procureure, la police a découvert que la voiture de Francesco avait été cachée dans les bois. Avait-il peur que la voiture puisse le faire condamner ? C'est ce que pensa la police. Francesco a donc été placé en garde à vue et soupçonné d'être le monstre de Florence. Le tueur, ne voulant pas laisser quelqu'un d'autre prendre le crédit de ses actes, a décidé de commettre un nouveau meurtre. Deux hommes se détendaient en écoutant de la musique et en lisant aux abords d'un quartier résidentiel. L'un des deux avait de longs cheveux blonds, ce qui a pu tromper le tueur. Le monstre a décidé d'attaquer en premier la personne côté conducteur et a tiré des coups de feu à travers la vitre. Incapable de voir s'il avait réussi à tuer la personne côté passager, il est entré dans le véhicule et a terminé le travail. Se rendant compte que c'étaient deux hommes, il n'a pas pu effectuer son rituel de mutilation. Ce crime a pu fournir un élément sur l'identité du tueur, sa taille. Étant donné qu'un autre crime avait été commis pendant la détention de Francesco Vinci, la police a décidé de le relâcher et a arrêté son frère aîné Salvatore. La police était certaine que les frères Sardes étaient responsables de ces meurtres. Encore un nouveau meurtre dans une zone boisée près de Florence. Le couple a été abattu et poignardé. Le corps de la femme, Pia, a été déplacé et le tueur a procédé à son rituel. Cette fois-ci, il enlève un morceau de la poitrine de Pia. Le monstre de Florence laisse deux nouveaux indices, son empreinte de main sur le toit de la voiture et une trace de genou qui permet de déterminer qu'il fait entre 1,80 m et 1,85 m. Le dernier suspect en garde à vue est donc relâché et les policiers sont désormais dans une impasse. Un couple français était venu passer du temps en Italie, près de Florence. Malgré les panneaux d'avertissement posés par la ville, ils ont décidé d'installer une tente près de leur voiture dans une clairière. Le monstre avait l'occasion idéale d'attaquer. Il a ouvert la tente du couple et a tiré. L'homme a réussi à s'échapper, même s'il avait été touché au bras. Le tueur a réussi à le rattraper et l'a achevé avec son couteau. Il est revenu à la tente pour terminer son rituel sur le corps de la femme. Les enquêteurs ont demandé l'aide du FBI pour établir le profil du tueur. Les profileurs en ont déduit. Il s'agit d'un homme d'environ 45 ans, originaire de la région. C'est un ouvrier manuel, il est d'intelligence moyenne, il est célibataire et vit seul. Il vit probablement près du premier meurtre. Il n'a pas de relation avec les femmes et souffre probablement d'un dysfonctionnement sexuel. Il existe plusieurs portraits robots dressés par la police. Ces portraits ont été décrits par des témoins qui pensaient avoir vu le tueur près des scènes de crime. Le pistolet utilisé était un Beretta calibre 22. Le percuteur défectueux laissait une marque particulière sur la douille et les balles avaient un H gravé au dos. Pour comprendre d'où venait ce pistolet, il faut remonter au premier meurtre. Nous arrivons donc au premier suspect. Celui-ci affirme avoir laissé tomber l'arme sur la scène de crime. Cette version a été confirmée par son fils. Cependant, l'arme n'a jamais été retrouvée sur la scène de crime. La même arme et le même mode opératoire dans tous les meurtres. Les balles, les lieux et le typologie des victimes étaient semblables. Seul le premier crime diffère car la victime n'a pas été défigurée. Comment l'arme a pu passer entre les mains du tueur? Les deux possibilités évoquées par la police sont soit l'implication du clan des frères Sardes ou bien que le tueur ait récupéré l'arme sur la première scène de crime. Plusieurs suspects ont été arrêtés mais l'affaire est toujours ouverte. Je ferai une deuxième vidéo sur les principaux suspects et les théories sur le monstre de Florence. J'espère que ça vous a plu.